Cette semaine, nous avons franchi un cap historique. 1 million d'abonnés selon YouTube. 1 million malgré le déréférencement, malgré les algorithmes qui nous enterrent, malgré la volonté de cette plateforme d'invisibiliser TV Liberté. Ce succès, il ne doit rien aux puissants, il vient de vous seul. Depuis 12 ans, nous avons choisi un modèle unique. Pas de publicité, pas de subvention d'État, pas d'oligarque. Cette liberté est notre marque de fabrique, mais elle nous oblige aussi à la gestion d'un budget serré, volontairement modeste. Nous ne pouvons compter que sur nos téléspectateurs et c'est notre force. À TVL, nos donateurs sont nos protecteurs face aux insultes, aux attaques, aux censures, jusqu'aux blocages bancaires qui nous font tant de mal et qui nous ont conduits à saisir la justice. Dans un monde où la servitude devient un confort moderne, où l'on préfère obéir tranquillement plutôt que de décider librement, TV Liberté fait exactement l'inverse. Nous choisissons la liberté, le risque, l'indépendance et c'est pour cela que ce modèle dérange. Certains veulent nous faire disparaître avant 2027. Alors aujourd'hui, nous vous demandons de protéger votre télévision alternative. Si vous pensez que la liberté vaut mieux qu'un abonnement premium à des robinets d'idées woke, si vous pensez qu'il faut contrebalancer la propagande de France Télévisions, soutenez TVL en faisant un don défiscalisé. Maintenant, on ne se tait pas, on ne se vend pas, on informe. Alors, mes chers amis, nous avons coupé un peu brutalement. Ce n'était pas prévu initialement la conversation, la première conversation avec le chef d'orchestre, chef de chœur et compositeur Hugues Reiner. Nous l'avons coupé sur une phrase que je trouve pleine de résonance. C'est bien d'avoir de l'argent à condition de le donner. C'est une phrase qui dit beaucoup de choses sur cet homme de chœur, dans les deux sens du terme, parce qu'il est chef de chœur, mais c'est surtout un homme de chœur qui a voué sa vie, on pourrait dire à la culture française, au fond, par la musique. Et si je suis heureux d'avoir contribué à le faire connaître, au moins des auditeurs, des téléspectateurs de TV Liberté, c'est qu'il signifie beaucoup de choses, Hugues Reiner. Il signifie d'abord l'importance de la musique, l'importance du son dans l'imaginaire d'une nation. Vous savez, on dit beaucoup que le cinéma travestit l'imaginaire français, c'est vrai, mais la musique aussi. On parle d'entendement pour dire la compréhension. Il est tout à fait possible, des philosophes se sont penchés sur la question, que par le son, par la musique, donc, l'esprit était modelé. Je dis cela avec une intention très précise. Je pense que redevenir français, ce qui est à mon avis le grand défi qui nous est lancé, c'est bien plus important que les élections, refaire un peuple français, passe par la réappropriation de la musique française, du son français, bien entendu, de l'image. Et si Hugues Reiner est aussi compositeur, c'est qu'il contribue à une œuvre mal connue qui consiste à perpétuer la musique authentiquement française, ce qu'il va nous expliquer dans une émission. Il va nous l'expliquer en nous reparlant des concerts qu'il organise régulièrement à Saint-Sulpice, et je fais écho à son invitation à participer à un très grand concert qui aura lieu à Saint-Sulpice. Il y a plus de 2000 places, vous savez. Le nombre de places est illimité, le prix est très réduit, 20 € je crois. Le 11 décembre prochain à 20h30, il donnera une de ses œuvres ainsi que le Requiem de Mozart. Ce sont de très belles cérémonies et je vous convie tous à ce concert qui marquera peut-être d'une certaine façon, c'est une des manifestations qui marqueront le millionième abonné de TV Liberté. Car je crois, c'est l'autre chose que je voulais vous dire, je crois qu'il faut que les Français sortent, qu'ils aillent au théâtre, qu'ils aillent bien entendu au cinéma, surtout s'il répond à un imaginaire national. Je peux citer ce film fameux en ce moment et qui mérite de l'être, Sacré-Cœur. Je vous rappelle aussi que nous avons donné la parole au début de cette série d'émissions qui s'appelle Les Conversations, que je vous remercie de suivre en nombre croissant, à Jean-Luc Génère, le directeur du Théâtre de l'Ouest, qui donne d'ailleurs des prix
de faveur aux abonnés du Nouveau Conservateur. Dites que vous êtes un abonné du Nouveau Conservateur, vous aurez des moitiés prix, quelquefois les places tombent à 12 ou 13 euros. Sortir parce que c'est une façon de ne pas nous laisser emprisonnés face à nos écrans et à refaire une civilisation, redonner, Jean-Luc Génère redonne, c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'a plus aucune subvention, la parole aux grands noms de l'art dramatique français, des Molière beaucoup, Monterland et bien d'autres. Écoutez de la musique, allez dans les concerts, refaites vivre parce qu'il y a eu un creux ces dernières années, la vie culturelle française. Voilà, c'est une des choses que nous disons en écoutant Hugues Renner, que nous allons retrouver à l'instant. Merci beaucoup et à bientôt. Vous savez, quand j'étais à Sarajevo, pendant la guerre, j'ai accepté quelques invitations. Pourquoi? Parce que si j'avais accepté toutes les invitations, tous les musiciens, quand ils m'invitaient, ils me donnaient toutes leurs réserves à manger dans un dîner. Et c'était affreux, parce que c'était pour eux la dignité et l'honneur. Et moi, je faisais attention, non, on prendra un café, etc. etc. Mais j'ai appris que, et Viktor Frankl, dans ce camp de concentration, le fait de donner le peu de pain qui vous reste va complètement changer votre métabolisme. Et la fierté d'être va augmenter votre système immunitaire. Mais je dirais... Ah oui, ça c'est une parenthèse. Oui. Nous ne faisons que des parenthèses. Vous avez un art très spécial de vous soigner, je crois. Bah écoutez, aujourd'hui c'est tellement conflictuel de parler de quoi que ce soit dans ce domaine que je dirais que... Vous vous soignez par la tête. Oui, c'est ce que vous venez de dire. Il est vrai que rire, que l'enthousiasme, c'est une véritable forteresse. Un jour vous m'avez dit, mais il est de mauvaise humeur, il va tomber malade. Qui ça, moi? Oui, vous m'avez dit de quelqu'un, celui-là oui. il est de mauvaise humeur, il va tomber malade. Ah c'est clair, c'est clair. Ah oui, oui, je crois qu'il faut soigner les ronchons en les faisant rigoler. J'adore faire rire les gens. J'adore ça. C'est vraiment quelque chose. Pour moi, le rire, on va dire, c'est la Kalachnikov des anges. Vous voyez, on fait ah ah ah. Pour moi, c'est du rafale de gentillesse. J'adore les rafales de gentillesse. Si on pouvait... ça soigne tout le monde, celui qui reçoit la rafale et celui qui l'envoie. Alors des fois c'est un petit peu dangereux parce qu'il ne faut pas rire au détriment des autres, mais il faut leur permettre d'avoir du recul par rapport à leur tragédie. Moi, j'ai fait une émission dans une télévision sur KTO. Ouais, le titre s'appelait Ma vie est une tragédie heureuse. C'était sorti comme ça. Et c'est vrai que si vous mettez bout à bout les éléments biographiques, moi, des fois, je suis presque inquiet de moi-même. Je dis, mais quelle tristesse, affreux, la pauvreté extrême de mes parents, mon frère qui est atteint de schizophrénie, qui va complètement modifier mes études de musique, mon demi-frère qui va mourir dans la rue à l'âge de 50 ans. Enfin, c'est vraiment très pénible. Ma tante qui a été crucifiée, gazée, horrible dans des conditions. On ne sait pas si elle est morte dans le train dans les 3 jours. Enfin, tout ça, ça cumule. Le fait de vouloir être chef d'orchestre et de ne pas avoir les moyens financiers, tout ça est objet de lamentation. Écoutez, vous donnez des concerts très régulièrement. Mais oui, parce que... Avec plus de monde que la plupart des... Parce que j'ai décidé de fabriquer les miracles à la chaîne. C'est ça. Une usine à miracles. Voilà. Et le miracle, c'est lutter contre les préjugés et les anxiétés aussi. Et puis faire confiance. Là, par exemple, quand je parle devant vos téléspectateurs, j'ai entièrement confiance en eux pour le concert du 11 décembre. C'est-à-dire que quand je voyais les informations diverses et variées sur l'ex-Yougoslavie, les camps, j'avais l'impression qu'on assassinait mes grands-parents et ma tante une deuxième fois. Donc la question ne se posait pas. C'était pas est-ce que je vais y aller, c'est à quel moment je vais y aller. Et j'ai fait une approche d'1 année pour savoir si ça avait du sens pour eux.
Et la plupart des gens que j'ai vus qui passaient à Sarajevo, bon, des humanitaires, politiques, m'ont dit si vous étiez notre fils, vous seriez totalement interdit d'y aller. Mais pour le peuple de Sarajevo, c'est la plus belle chose. J'ai posé la question est-ce qu'il y avait un chef d'orchestre sur place? Ils m'ont dit qu'ils étaient tous partis. Est-ce qu'il y a un orchestre? Non, les musiciens sont tous éparpillés et ils sont dans l'ombre. Dans l'ombre et la tragédie. Eh bien, à ce moment-là, j'ai dit ok, Banco, on va y aller. J'ai demandé à ma mère de m'aider parce que je n'étais pas très riche à cette époque-là et pour le transport, etc. Donc j'ai pu avoir une association humanitaire qui m'a fait un convoi de voitures. J'ai mis 5 jours pour y aller. Et puis sur place, alors ce qui est drôle, c'est que sans aucun moyen, en restant d'abord 1 mois, jour après jour, en ayant comme boussole la morale, c'est-à-dire il faut que ça marche. Amener Beethoven à Sarajevo, faire jouer par tous les musiciens la 3e symphonie héroïque de Beethoven. Et ça dépassait tout. J'avais des Serbes, des Croates. La portée de la chose. Et des Bosniaques. C'était ça la portée de la chose. Vous avez bien fait de le dire. Et avec des tentatives de déstabilisation de l'orchestre, parce qu'il y avait des militaires qui voulaient que ce soit l'orchestre national de Bosnie, de l'armée bosniaque. J'ai dit non. Et ils m'ont dit, mais alors, parce qu'ils étaient en uniforme, j'aurais dit, écoutez, il m'a dit, nous n'avons que ça. Et ben j'ai dit, la prochaine répétition, on sera tout nus, c'est pas grave, mais on va pas se mettre en uniforme, c'est pas l'orchestre de la Bosnie. Oui. Et alors, ils ont voulu partir, et puis tout d'un coup, il y a une dame dans l'orchestre, très timide, au 3e rang, qui leur a parlé dans un sabir, j'ai rien compris, mais c'est en hurlant. Et c'était une dame, elle avait à peu près 70 ans, et les autres qui étaient des militaires, 40 ans, bien remontés, avec du... Et ils se sont rassis, ils se sont engueulés par maman. Oula! Et disons que moi je suis resté comme ça tranquille, et c'était dangereux. Hein. À une époque, je disais aussi, pendant les répétitions, ah vous savez, j'ai été il y a 2 mois à Belgrade. Et c'est une erreur. Et j'ai vu quelqu'un me dire, toi ce soir tu ne seras pas en vie. Et après j'expliquais, non, enfin, j'étais pas vraiment à... Alors j'ai expliqué, j'étais pas vraiment à Belgrade, mais c'était... En fait, je suis venu sans vraiment venir. En fait, je me suis trompé de ville. Enfin, j'étais obligé... Parce que, en fait, c'était pas très rigolo. Hein. Et donc, il s'est un peu calmé, et je faisais un peu l'idiot. Vous passez entre toutes les gouttes, hein, c'est bien. Ben, il vaut mieux. Et les balles. Oui, pourquoi Sarajevo? Pour l'honneur de mes grands-parents. C'est à ce moment-là que vous avez été aidé par Rémi Broman, non? Non, mais oui, Ronnie Broman m'a dit, je ne sais pas pourquoi tu n'y es pas encore. Donc j'ai compris, il me connaissait bien. Il fallait y aller. Voilà, alors bon, c'était... Oui, jusqu'à l'époque, j'avais fait un concert pour Médecins Sans Frontières à la salle Pleyel, quand j'avais 24 ans. Et comment on fait? C'est-à-dire qu'on loue la salle Pleyel et on fait un concert? Comment on fait? Je me suis débrouillé pour avoir des mécènes. Vous avez bien des financements publics j'ai eu quand même. Non, public. Jamais public. Si, sauf le président du Sénat, Christian Poncelet, qui pendant 3 ans m'a donné une mission de service. Le ministère de la Culture, niente? Non. Je ne suis pas très bon dans ce sujet. Parce que d'autres sont bien meilleurs que moi. Il y en a qui sont excellents, vous savez. Comment? Il y en a qui sont excellents. Oui, tant mieux pour eux. Ils font l'inverse, ils chopent des subventions puis ils foutent plus rien. Oui. Oh non, vous dites pas ça. Oh. Non, dites pas vous ça. croyez que je ne connais pas? Enfin, dites ce que vous voulez. Je connais la musique, mon cher. Excusez-moi. Pas celle-ci, pas la même musique. Je reformule ma phrase. Dites naturellement. Je sais de quoi je parle. Vous êtes sur TV Liberté, vous avez la liberté de dire ce que vous dites. Il n'y a que tes libertés. Mais permettez-moi de dire que c'est pas ce que je dis. Très bien. Alors, et Yehudi Menuhin, vous le rencontrez à ce moment-là, non? Mon Dieu, vous connaissez tout. Yehudi Menuhin, c'est-à-dire qu'en fait, il me fait demander, entre 2 séjours à Sarajevo, le terme est tellement inadéquat, entre 2 missions, on va dire missions, même ça, c'est tellement orgueilleux, 2 obligations de mission impérieuses, parce que j'ai fait 3 séjours là-bas pendant la guerre, et Yehudi Menuhin, un jour, j'ai un téléphone chez moi, bonjour, entre 2 voyages, donc il me dit, monsieur Yehudi Menuhin cherche à vous joindre. C'est quand même quelque chose, c'est pas tous les jours qu'on a ce coup de téléphone. Et je dis, ben oui, très volontiers, le rendez-vous est prévu la semaine prochaine à telle heure. J'appelle et je vois effectivement, dans un français impeccable, l'immense Yehudi Menuhin me parler et me dire que des choses aimables pendant au moins une demi-heure. Pour quelqu'un qui...
on va dire, un enfant de la balle ou un enfant de la rue C'est musicale. impressionnant. C'était quelque chose d'incroyable. Vous avez très bien dirigé la 3e symphonie de Beethoven. C'est magnifique. Comment faire pour avoir quelques musiciens pour mon festival à Hackstatt ou de Zermatt, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, peu importe, c'est le festival qui est dirigé. Et moi, je lui expliquais que le pays était en guerre et il y avait un blocus. Ce qui n'est pas le cas de toutes les guerres. Mais là, en l'occurrence, on ne peut pas sortir. Pas passer. D'ailleurs, très difficile d'y rentrer. D'ailleurs. Et les musiciens, quand je suis rentré la première fois, en me disant c'est bizarre, tout Sarajevo veut partir et serait prêt à se donner, vendre tout, prendre des risques, à mourir pour partir. Et moi, j'ai tout fait pour rentrer. Donc déjà, il me prenait pour un extraterrestre, ce qui est peut-être possible un tout petit peu. Quand on est catholique, on est toujours un peu extraterrestre, donc il faut assumer le devoir chrétien. Quand on est catholique, on est toujours un peu extraterrestre. Ben, tout à fait. Formidable. C'est-à-dire qu'en fait, tout est révolution. C'est-à-dire, au moment où on va dire non à quelqu'un, on va dire quand même oui. Au moment où on va refuser un combat, on va l'accepter. Au moment où on doit perdre du temps pour parler avec quelqu'un d'insignifiant, on va perdre du temps et on va se rendre compte que le temps, on l'a gagné en fait. C'est peut-être le moment de parler de l'ONU. Oula. Parce que sujet. Ça, vous faites le travail de l'ONU, là. À vous tout seul, vous êtes non, l'ONU. me flattez pas. Vous savez, un chef d'orchestre est déjà un peu narcissique, mais là, je suis en thérapie, donc en thérapie de modestie avec la chrétienté. Et là, vous me ramenez dans faire changer l'ONU. Mais c'est quoi cette tentation diabolique? Bah écoutez, elle est diabolique et c'est une tentation, vous l'avez bel et bien, puisque j'ai entre... Mon Dieu. Ne me la faites pas. Ah non, mais je vous en prie. Pourquoi vous êtes procuré ce manifeste? Mais pour en faire la publicité. Non, en fait pas. C'est interdit. Non, c'est interdit. Ah, encore des interdits dans une pipe. Mais on peut dire que vous vous intéressez beaucoup à l'ONU, oui, la paix, au mouvement pour la paix. Oui, c'est surtout ça. D'ailleurs, je m'intéresse à l'idéal onusien, voilà. et sans édulcorer l'héritage que j'ai accepté, celui de mes grands-parents et de ma tante. Pourquoi ils ont été massacrés? Voilà la question. Pourquoi ils ont été massacrés? Et pourquoi on continue à massacrer? Et pourquoi, depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a eu plus de 170 millions de morts, des guerres? Pourquoi il y a des centaines de conflits? Pourquoi on n'en parle que des uns? Pourquoi en plus, il y a des conflits, en plus, les commentateurs créent le conflit en mal nommant les choses, pour dire, selon Albert Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter aux valeurs du monde. Exactement. Alors, moi, je suis un fils d'écrivain, donc mais je suis musicien avant tout, et j'ai pas envie de prendre en otage le public en disant, voilà, je pense ci, je pense ça, etc. Moi, je dis simplement que le hasard des rencontres a fait que j'ai rencontré Maurice Bertrand. Et vous savez, les signes, je vous parlais tout à l'heure, les signes divins. Grand onusien. Oui, qui a été qui a été le président du corps commun d'inspection de l'ONU, donc pendant 18 ans. Les signes du destin sont absolument incroyables. Une chance sur 7 milliards de personnes. Cette personne que je voulais rencontrer parce qu'il allait me permettre sans doute de répondre à la promesse que j'ai faite à ma tante sur le toit d'un four crématoire Auschwitz en 1992, après avoir dirigé la 6e symphonie de Gustav Mahler à Katowice, en Pologne, à 40 km d'Auschwitz. Après une répétition, je fonce à Auschwitz pour rencontrer mes grands-parents et ma tante. Et je leur ai fait la promesse impérieuse, au nom de mon père, que j'allais contribuer modestement, mais faisons pas preuve de mauvaise modestie, de fausse et mauvaise. Il y a la bonne modestie, mais aussi la mauvaise. La mauvaise modestie, c'est celle qui fait qu'on inhibe toute action au nom d'un orgueil bien dissimulé et aussi un esprit craintif et anxieux. C'est pas mon cas. Donc, j'ai fait cette promesse que je voulais contribuer au plus jamais ça. Contribuer, hein, mais pas dans un délire paranoïaque de fonder la gouvernance mondiale comme ça. Non, c'est pas du tout. Simplement analyser comme un musicien curieux. Vous savez qu'un musicien, c'est quelqu'un qui va prospecter chaque mesure en disant ça sert à quoi, où ça va. Il est dans la logique du sens. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est en quoi la mort de ma tante, à l'âge de 15 ans, m'interpelle au présent, et un présent éternel. Je ne refuse pas le dialogue avec elle, au présent. Je ne refuse pas. C'est quelque chose. Hein. Et donc... et avec vos grands-parents. Bien entendu. Mais
cette tante de 15 ans s'était convertie au catholicisme avant d'être déportée pour judaïsme. Donc c'est quelque chose qui m'interpelle quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Et je me sens plutôt un petit peu comme frère et sœur, parce qu'elle avait 15 ans quand elle s'arrêtait de vivre à cause comment dire, l'inertie du monde face aux guerres. Donc, L'inertie du mal. Oui, l'inertie, je ne sais même pas si c'est du mal, c'est l'inertie, parce que les gens qui ne s'intéressent pas à la guerre ne cherchent pas le mal des autres, ils sont simplement, je dirais, inhibés du sujet. Donc, et c'est vrai que j'ai étudié corps et âme le sujet, et voilà le divin qui fait en sorte que Maurice Bertrand, qui allait sans doute me permettre de tenir ma promesse. Donc pour moi, c'est le rédempteur, c'est la personne Rencontré par hasard. Non, mais pas du tout. Il habitait dans mon immeuble. Et c'est ça. Vous entendez ça? C'est ça, J'ai le dit, hasard formidable. Ah, mais le hasard ou Dieu qui se planque. La Parce nécessité. non mais incroyable. Et c'est tout le temps comme ça, tout le temps comme ça. Pourquoi je suis pas mort avec un sniper qui faisait très bien son boulot, il vise très bien, une arme de Mon bonne... cher, vous êtes dans la main de l'ange. Ben, je sais pas, mais quelque part, on finit par vraiment non seulement le croire, mais oser le dire. Je le fais ici. Alors, Maurice Bertrand, oui. voisin. Et il va me rencontrer, il va accepter de me rencontrer. Il n'a pas peur de rencontrer un saltimbanque. Il y a quand même un projet que vous avez derrière la tête. Il va falloir le pousser un peu. SDN, ONU. Il faut faire encore mieux. Créer une autre organisation internationale. Imposer la paix. Créer une armée internationale qui impose la paix. Oui. On n'en dit pas plus. Si, non, c'est-à-dire qu'en fait... C'est l'eau à la bouche. Oui, non. Je vous signale que Boutros-Ghali, dans son agenda pour la paix de 92, que je connais bien, j'avais quelques raisons de bien le connaître, propose ce genre de choses. Et bien sûr. Proposé ce genre de choses. Je sais, je l'ai rencontré. De sécurité. Je l'ai rencontré, Boutros-Ghali, et il m'avait beaucoup en 92. Inspiré et encouragé, pour tout vous dire. Mais bien sûr. Voilà. Mais je ne veux pas montrer quelque chose à la face du public comme ça. On ne le montre pas. Au jugement. Voilà, on le montre pas. Non, parce que ça crée que des confusions. Et on en reparlera un jour. Ah, vous voulez bien? Oui, laissez-moi réfléchir. Oui, parce que mais dans 10 ans, si vous voulez. Comme on est filmé, après vous allez me montrer la vidéo en disant, vous voyez, vous avez dit, oui, vous savez quoi? Avec simplement le petit bémol en musique, en mineur, c'est que ça ne soit jamais sur un mode conflictuel. Parce qu'on ne peut pas s'occuper de la paix avec du conflit par soi. Et j'ai pas envie, et ce n'est pas une posture anti-ONU, loin s'en faut. C'est l'idéal onusien, et c'est une institution qui a simplement besoin d'évoluer comme tout groupe humain, comme toute organisation, qu'elle soit familiale, politique, idéologique ou une religion. L'évolution fait partie des choses. Et je ne vois pas pourquoi l'ONU ne fera pas partie. L'ONU, c'est plus efficace que la SDN. Donc la troisième organisation internationale sera encore plus efficace que la seconde, c'est-à-dire ou la deuxième, qui est l'ONU. Vous imaginez le consensus qu'il faudrait pour cela? C'est votre rêve, ça. Oui, le rêve, c'est simplement, vous savez... C'est un serment que vous avez fait à vos grands-parents et à votre tante. C'est vraiment ça, la boussole. Et personne n'est illégitime pour s'intéresser au sujet, même si ça nous dépasse complètement. Comment avez-vous fait, par exemple, en 2015, ça m'a subjugué aussi, déchiré par les 3 attentats, il n'y a pas eu 3 ou 4 ou 5 attentats en quelques jours, la France a été bouleversée. Il n'y a pas eu simplement le Bataclan, il y a eu d'autres événements qui ont bouleversé les cœurs. Oui. Et là, vous n'êtes pas resté sur votre chaise? Non. Comment ça s'est passé? Racontez-moi. On va voir des images de Saint-Sulpice que vous arrivez à remplir, non seulement quant au public, mais aussi quant au cœur. Vous étiez combien? 500, en 3 jours. 600? En 3 jours. Entre les musiciens et le chœur, il y a 600 personnes, comme ça? Non, oui, c'est ça. On est 500 choristes et instrumentistes en 3 jours, et on a plus de 2000 personnes dans le public. C'est bouleversant. Et c'est du silence. C'est de l'émotion, c'est surtout de la prière pour moi. Enfin, c'est une prière en musique, et on va jouer évidemment le Requiem de Mozart. Donc chaque fois que je vais diriger le Requiem de Mozart, c'est l'hommage. Vous l'avez dans la peau, le Requiem de Mozart. Oui. Je l'ai vu dirigé par vous il y a quelques semaines. À la fin,
Mais c'est une habitude que vous avez, je crois, je ne sais pas, vous le faites, ça dépend si vous le sentez ou pas, vous imposez un long silence, j'ai rarement vu ça, la dernière note, tout le monde a envie d'applaudir, tout le monde se retient, et le temps passe, vous êtes raide comme un nid au pupitre, et cet immense édifice resplendit de silence. C'est la minute de silence, en fait, que je mets à l'intérieur de la musique. Pour moi, la musique, c'est pas une distraction, c'est une cérémonie. C'est pas un concert. C'est une cérémonie, oui. C'est pas un concert. Oui, je fais pas de concert, moi. Je suis le chef d'orchestre qui donne pas de concert. Je fais des cérémonies. Des cérémonies dans lesquelles, humblement, je contribue à la concorde, à l'harmonie, l'harmonisation. C'est ce que je voulais faire avec Opus, Organisation des peuples unis et solidaires. C'est l'harmonisation. C'est vous qui en parlez, là. Oui, comme quoi, vous voyez, c'est l'harmonisation des souverainetés, l'harmonisation des êtres humains. Vivre philharmonique, c'est aimer l'harmonie. Donc voilà. Tout ça me parle. Et donc c'est une vocation. Moi j'aime être un moine musicien. Vous voyez, il y a des moines soldats, moi je suis un moine soldat de la paix. En 3 jours, vous faites un ramdam pas possible et vous organisez ce concert. Alors autour des requiem de Mozart, vous aimez beaucoup les requiem. Je vous ai entendu diriger le Verdi. Oui, parce que du Rufflet aussi qui est magnifique. Oh, magnifique. Parce que le texte, qui est un texte du XIe siècle, reflète tellement l'ensemble de ce que nous traversons ici-bas. Vous parlez du Mozart. Non, je parlais de tous les requiems en général. Les compositeurs ont écrit leur meilleure musique, c'était les requiems. Vous avez Britten, c'est hallucinant. Le requiem d'ailleurs de la guerre, on appelait ça. Le requiem de Fauré, le requiem de Verdi, j'ai dirigé récemment. C'est quelque chose de très important parce que là où les compositeurs vont écrire de l'opéra, là quand ils sont dans l'oratorio, le requiem, là ils parlent d'eux-mêmes, ils parlent de leur présence sur Terre, du sens de la vie. Apprivoiser la mort, c'est respecter l'entièreté de la vie et vivre bien aujourd'hui dans la joie qu'on se doit de donner aux autres. C'est assumer sa propre mort comme un passage, non pas tragique, mais merveilleux à la fois pour ceux qui restent, parce que vous leur léguez quelque chose de profond. Et c'est pour ça que je fais de la composition d'ailleurs. C'est pour continuer à diriger mes chers choristes 3 siècles après ma mort, c'est-à-dire continuer à les aimer. C'est ma façon à moi d'aimer au-delà. Et la mort a quelque chose de profond, parce qu'elle incarne, à mon avis, la fierté profonde de la vie. Et transcender tous les cauchemars, toutes les angoisses nombrilesques, sa propre vision confortable des choses. Et je pense que c'est ça, donc d'où les requiem, Berlioz, etc. Et c'est très important. Et pour moi, c'est vrai que le requiem de Mozart, on peut dire, alors oui, ça amène du public, ça c'est rationalisé, je déteste ça, c'est banalisé. Au fond, c'est un chef-d'œuvre plébiscité par les gens. Vous le chantez vous-même. Alors, vous avez, je ne sais pas combien de choristes qui sont des amateurs de très grande qualité. Ils sont amateurs, mais vraiment des professionnels. Non, des bons amateurs. Enfin, je veux dire, oui, je ne vais ça. pas dire non parce que je vais me faire engueuler. Oui. Ils sont bénévoles d'ailleurs, je pense. Non oui, heureusement. Combien sont-ils? Quelquefois 200-300. Quand ils sont très bien, je dis, vous êtes bénévole. Alors là, c'est tellement bien ce que vous faites. Je vous augmente tous. On parle du bénévolat. On peut, quand on maîtrise le chant, on peut s'inscrire, on peut essayer d'être choriste. Si des auditeurs sont chanteurs, ils viennent... il faut regarder votre site. Sur Internet, il faut regarder la foison de... Mais j'ai bien fait chanter des banquiers. Moi, j'ai passé ma vie dans les entreprises, à faire chanter dans les entreprises des banquiers. Alors, on dit souvent, c'est normal, ils ont du coffre, mais là, pour chanter avec une grande voix, il faut que le coffre soit vide pour que ça résonne bien. Et vous aussi, vous avez du coffre. Mais c'est vrai, j'ai fait des études de chant très sérieuses. Vous avez un peu de... Vous pouvez pas nous chanter un petit morceau de... Je vous en prie. Vous savez, je suis un chef d'orchestre, on n'obéit qu'à Dieu. Liberame Domine de morte eterna, in die la tremenda, in die ira, etc. Ouais. 11 décembre. 11 décembre, ça sera la Requiem de Mozart, là c'était forêt. 11 décembre, avec ma cantate Charles de Gaulle. Et je pense que vos auditeurs, vos téléspectateurs, très beau, vraiment, je pense vont être particulièrement attachés au fait d'entendre chanter à
tout le cœur, vive la France, et un hommage aux fusillés, montrant à quel point notre société a cette capacité de résilience. Et quand vous chantiez à l'instant Fauré avec cette espèce de douceur que l'on entend, il a appelé ce requiem d'ailleurs, non pas un requiem, Une berceuse. mais une berceuse. Je ne peux pas m'empêcher d'y voir la marque d'un pays, et elle est dans la musique, qui dédramatise, qui dépasse la mort et qui dépasse l'angoisse. Et dans la musique française qui suit, celle de Debussy, celle de vous l'avez cité à l'instant, Durivelé, Berlioz, de Ravel. Ravel, oui. Ah, D'ailleurs, vous avez un style, on va en venir à vos compositions. c'est Il y a gentil. des moments où on sent du Ravel derrière vous. Ben oui, Oui, pfiou, oui, oui. Vous nous avez joué un morceau de vous. Concerto pour flûte. Ah, ça, c'était divin. J'ai jamais été aussi fier de moi. Alors, pardon, je m'enfonce, mais je m'en fiche. C'était Allez-y. terriblement français. Voilà. Mais oui. Mais oui, Mais vous par avez une raison. espèce de douceur Oui. qui est un peu, dit-on, dans notre langue, Oui. et qui est aussi dans notre manière de voir la vie. Vous savez, Robert de Flers disait qu'il fallait arrêter le cinéma américain parce qu'il introduisait la violence dans une civilisation qui avait dépassé la violence qu'il voulait être la civilisation française. Donc la musique, elle a aussi un air du temps, et elle a aussi une géographie. Indéniable. Désolé. Je suis d'accord. Ah, quelle victoire. Bon, et je vous dis ça parce que je souffre, moi, beaucoup, et vous aussi, de ce que Paris, la France, soit pleine de compositeurs que l'on n'écoute pas, ou très peu. Bah, c'est une chance pour ceux qui vont découvrir. Parce que Vous prenez France Musique, pardon de citer France Musique, Mon Dieu. ils ne font pas de promotion de la musique française. Si. Oui, Si. un peu, c'est vrai. Mais c'est toujours un peu Si. Boulez. Oh, mais et alors Mais oui, alors, Eh oui. ben, non, mais attendez. Mais je veux dire, par exemple, Laurent Petit-Girard, voilà, Ben oui. c'est un compositeur presque contemporain, il est mort, je crois. Mais récemment, je ne suis même pas sûr, il a été, pardon pour lui, il a été, je crois, très honoré, il a été un des directeurs de l'Institut. Bien entendu. Mais on ne joue pas sa musique, très peu. Ben, c'est-à-dire que C'est dans le générique de Maigret, mais enfin c'est une déclinaison. on peut Oui, dire. c'est-à-dire que Il y a plein de compositeurs Oui. qui sont pas, qu'on n'entend pas Oui. assez. C'est-à-dire qu'en fait, La musique française il y a se perd. il y a les premières mondiales et il y a très rarement des deuxièmes ou des troisièmes. Eh ben c'est ce que je dis. Et oui, alors, mais on est amplement d'accord. La question, c'est enseigner aux jeunes le goût de la curiosité. D'aller De l'oreille. Oui, de la curiosité de tout en général, parce que Oui. c'est très Mais compliqué. nos oreilles sont paresseuses, on entend toujours. Oui, mais aussi toujours, les toujours, livres aussi, toujours la même musique. la Oui. lecture. Il ne faut pas prendre les choses, à mon avis, Le cinéma. d'une manière, pour le coup, tragique, mais persévérer dans son art. Bon, bah voilà, au lieu d'être un compositeur méconnu, j'organise mes concerts et je joue ma musique. Voilà. Oui. Et comme ça, c'est terminé, c'est Oui, plié. oui. Et puis, Et vous l'enregistrez aussi, enfin. Je veux dire, oui. on peut Et trouver en disque. je vais envoyer la musique à des solistes. Je vous donne un exemple. Le 13 mars prochain sera créé mon concerto pour violon. Pour violon, oui. Et j'ai envoyé... À Saint-Sulpice, toujours. Oui, à Saint-Sulpice. J'ai envoyé la partition, mais en culot total, à Kevin Zu, qui est un des meilleurs violonistes du monde. Premier prix du concours Paganini et le 4e prix du concours Reine-Elisabeth. Quand on est 4e prix, c'est qu'on est déjà un des meilleurs violonistes du monde. Hein. Et là, il vient de m'envoyer une vidéo où je joue les extraits de mon concerto. C'est inimaginable. Alors, au lieu de pleurnicher, on ne s'occupe pas de moi, j'ai pas les subventions du ministère, eh ben, je vais co-organiser les concerts, venir vous voir, demander aux auditeurs de venir. C'est pas l'argent public, c'est l'argent du public qui vient, pas contraint et forcé. Belle formule. Voilà, l'argent du public, c'est beaucoup mieux que l'argent public parce que tout le monde est tout courant, il y a un concert et je paye tout avec la recette. Alors s'il y a des mécènes parmi vous,
je serais tellement heureux de les Mais il y en a, accueillir. TVL. Non, mais sincèrement, qui Il y en a, nous contactent. Oui. Parce que moi, c'est pas un chèque que j'ai Il besoin. faut regarder votre site. C'est Enfin, pas, vos oui, sites. oui, c'est pas un chèque dont j'ai besoin. C'est de l'intelligence des autres pour m'aider à façonner les projets. Donc, je veux dire que j'apporte, évidemment, vous avez tellement bien parlé si gentiment de moi, je ne sais pas si j'en suis digne, de l'énergie, d'être sous les mains de l'ange, enfin, tout ça est fort sympathique. Mais au fond, derrière tous les mots que j'ai dit tout à l'heure, si on peut comprendre que c'est une main tendue vers d'autres qui cherchent une main tendue pour essayer de faire en sorte que la France soit effectivement le pays que nous voulons retrouver. En fait, le pays... Et qui a besoin d'un son, le pays de nos rêves. Qui a besoin d'une musique. Bien sûr, propre. bien sûr, d'accompagnement. Eh oui. Le pays de nos rêves a existé. Alors évidemment que je dis que la musique est au carrefour, peut rassembler les gens, peut apporter de l'émotion et de l'énergie surtout. En fait d'énergie, je vous coupe, il y a quelque chose Je vous en prie. d'extraordinaire. C'est un peu ce que vous nous dites avec une pudeur extraordinaire. Il faut faire rentrer l'argent pour faire tout ça. Mais non, c'est pour ça que Et vous y veillez. Il y a quelque chose qui m'a frappé. Je me suis senti un peu bête devant vous à un moment. Ah bon? Vous ne vous êtes pas rendu compte. Après votre Verdi magnifique, Oui. vraiment magnifique. Alors là, le silence a duré longtemps. La dernière note était passée. Au moins 2 minutes Ah plus oui, tard, oui. on entendait voler une mouche. Et il n'y avait pas de mouche. Oui, 3 minutes 3 après le minutes, récap du Verdi. c'est-à-dire que C'était on interminable. avait tous envie d'applaudir. Personne Oui, ne le oui. faisait. On était pétrifiés. Il Tout faut- à coup, 2000 personnes sont arrivées en pierre. Notre société, sont transformées en pierre. notre société a besoin de De ce silence. silence-là. Parce que c'est un silence qui va nous reconstruire. On parle de la méditation, on parle du temps où on ne commente pas en permanence les uns les autres, soi-même dans une espèce d'hystérisation de tous les sujets qui existent. Et le silence permet de remettre, à mon avis, de l'ordre dans nos esprits. Ordo ab chaos. Mais oui, De l'ordre dans le chaos. et c'est ça, tout à fait. Alors je finis Je vous en prie. sur ce petit moment qui m'a saisi et un peu. Et j'ai eu un réflexe que je crois normal, mais qui est tombé un peu à côté. Je vous ai dit, Hugues, alors vous étiez très habité, transpirier, enfin, il y a une grande métamorphose. Et je vous ai dit, Hugues, tout à l'heure, est-ce qu'on peut se retrouver pour aller dîner ensemble ou prendre un verre, etc. Et vous m'avez dit, vous rigolez, il faut que je fasse la caisse. Je sais que je pars avec la caisse, j'ai pas compris. Faire la Non, caisse en termes de Desperados. Vous vouliez, pour commencer... Ou aller à la Banque de France pour faire la caisse. Non, Ah, non. Vous vouliez d'abord savoir... Non, c'était un prétexte en fait. C'est pour vous dire que je ne pouvais pas dîner avec vous tellement vous aviez une réputation insupportable. C'est ça que vous voulez dire? Oui, merci C'est ça, beaucoup. compris. Mais je crois quand même que j'ai compris... C'était quand ça, même. c'était un subterfuge. En fait, c'était un prétexte. Vous m'aviez donné d'autres signes d'un fait qui mérite d'être formulé, c'est qu'en plus, vous veillez à l'intendance. Oui, et puis surtout, je dîne pas avec n'importe qui, franchement, entre nous. Soyons vrais, quoi. Simplement un petit déjeuner, c'est tout. pas Non, plus. oui, exactement. À l'occasion d'une magnifique Conversation. c'était un grand honneur pour Non, moi. mais parce que vous faites aussi, Non, mais il y a la caisse, aussi c'est- ce travail mais c'est un peu terrible. matériel. Ah, mais c'est affreux. Mais ça vous prend du temps. Mais Hugues. c'est horrible. Mais oui, C'est mais ça ce que je voulais dire. D'un autre côté, c'est le parcours. Il y a un moment donné, si on est croyant, bah, on doit partager un petit bout de chemin de croix. Et c'est vrai que les aspects... C'est un chemin de croix, Oh là l'aspect là, les financier. aspects financiers, mon Dieu. C'est une obsession, 24 heures sur 24. Ah, bah voyez, Ah, mais- c'est bien ce que je dis. Non, vous avez raison. Et Je dis ça à l'attention de nos adorables auditeurs qui comprennent qu'ils ont une solution au bout des doigts. Un bout de oui, un solution. contact direct. Mais vous savez, moi je suis disponible vraiment pour discuter avec toute personne d'intelligence, de savoir et de moyens. Parce que c'est pas de l'argent, encore une fois, c'est surtout de l'accompagnement. C'est de faire ensemble, on a des projets communs, et bien faire en sorte qu'on puisse financer un peu plus, faire des concerts où on serait moins sur le qui-vive, parce que mes musiciens sont adorables. Vincent Lucas, vous savez, il a joué mon concerto pour flûte, justement. C'est très gentil d'avoir dit qu'il était d'essence ravelienne. Je l'ai écouté. Alors Vincent Lucas, il était super soliste à l'orchestre de Berlin.
Et il a fait toute sa carrière à Berlin. Après, Vous l'avez malmené. Et actuellement, il est à l'orchestre de Paris. Et il m'a dit, j'adore votre musique. Enfin, j'avais l'impression qu'il parlait de quelqu'un d'autre. Et je dis, vous voulez parler de qui? De vous. Ah bon? Et je me découvre compositeur. J'ai écrit 40 œuvres, opéra, symphonie, concerto pour piano, etc. Il faut quand même le dire. Et de très grands interprètes s'intéressent. Eh bien, exactement. Kevin Zu, vous tapez Kevin Zu, Z-H-U, vous voyez, il joue Shostakovich et il va jouer mon concerto pour violon le 13 mars. Le 9 avril, on va jouer mon concerto pour piano par Saint-Sulpice toujours. une jeune virtuose qui à 8 ans, elle jouait déjà tout. Elle est actuellement aux États-Unis. C'est absolument incroyable. Et donc, c'est quelque chose. La symphonie américaine que je joue pour l'indépendance, hein, avec les deux textes. Le 4 juillet. Le 4 juillet, eh ben, là aussi, on cherche des contacts franco-américains, faire en sorte qu'on magnifie, comment dire, la relation. Vous savez, Charles de Gaulle était très très populaire avec le peuple américain. Et incroyable. Il l'adorait. Ne m'engagez pas sur ce sujet. Je sais, c'est pour ça que je vous taquine un tout petit peu. Non, mais vous savez. Les honnêtes gens peuvent aussi changer et vous faire évoluer. Le 4 juillet, je pense que je ne serai pas à Paris. Je vous enverrai l'enregistrement. Alors, écoutez, il faut que nous continuions nos conversations parce qu'il y a de telles choses en vous, mon cher Hugues Reiner, que je ne veux pas vous laisser filer comme ça. Mais hélas, il faut que nous mettions un terme à ce premier épisode, si je puis dire. Pourquoi pas? Avec plaisir. Proposons de nouveau à nos auditeurs de noter ces dates importantes, au moins les concerts de Saint-Sulpice. 11 décembre pour... Alors, le 11 décembre, le Requiem de Mozart et ma cantate et Charles de d'abord Gaulle. la cantate de Gaulle. Voilà. Ensuite, ça va être le... Avec quelques surprises, des personnalités surprises. Oui, et puis en mars, 13 mars, là, on va jouer la fantaisie pour piano, chœur et orchestre de Beethoven, celle que j'avais fait au sommet du Mont Blanc, avec mon concerto pour violon. Et j'écris aussi une symphonie qui s'appelle Pouchkine. Donc, dans cette année, il y a Symphonie Pouchkine en français, parce que vous savez que Pouchkine, sa première langue, c'était le français. Et pour la plupart des Russes. Oui, et donc j'écris cette année une symphonie Pouchkine et le 4 juillet la symphonie américaine. Voilà. Je vois bien. Vous voyez un peu l'histoire. Et puis le 9 avril pour la journée politique, mon cher. Et les 9 avril. Ne dites pas de. Je ne fais pas de la politique, moi je fais de la musique, c'est déjà chacun son métier. Vous connaissez les équilibres. Et les vaches seront bien gardées, comme dirait l'autre, le poète du XIXe siècle. Mais en l'occurrence, le 9 avril, c'est dans le cadre de la journée mondiale de l'autisme. C'est un concerto que j'ai écrit. Le piano, c'est la personne autiste qui est morte à l'âge de 17 ans et dont la mère a créé une association, Samy. Et donc, pour moi, c'est l'histoire de mon frère. Vous allez dans une fratrie, vous voyez le frère qui devient fou, méchant, agressif, délinquant, et vous devez l'aimer quand même. Et c'est une tragédie, enfin c'est la plus grande tragédie de mon existence. C'est d'avoir son grand frère qui meurt mentalement. C'est terrible, c'est terrible. Et l'aimer quand même. Et bien entendu, et l'aimer surtout, et surtout vouloir apprendre de lui. Et lui dire, tu m'enseignes, mon frère, je le vois toutes les semaines. C'est De Gaulle disant qu'il avait beaucoup appris d'Anne. Mais voilà. Et moi, j'ai beaucoup appris de Gaulle qui a appris d'Anne. Au fond, comment résumer cette foison de personnages océaniques que vous êtes? Vous êtes incroyablement chrétien. C'est vrai. C'est beau ce que vous dites. Vous êtes en Dieu. Vous êtes émouvant, parce que là, cette phrase, là, je l'ai quand même pris dans le cœur. Mais nous l'avons tous pris dans le cœur en vous écoutant et en vous voyant et en vous rencontrant. Quelle grâce! Hein? Ah oui, ça m'est tombé dessus. Vraiment. Nous avons les larmes aux yeux. Mais c'est vrai, parce que rien n'est plus émouvant que cette vérité. Mais bien sûr. Verticale, magnifique. Et le seul mérite que j'ai, c'est d'avoir simplement accepté. Yann. Merci, mon cher Hugues. Et surtout, à bientôt. À bientôt. Merci encore.